Il y a un silence particulier qui suit une exécution publique, non pas le silence bruyant et chaotique, mais celui, calme et raffiné, qui plane sur un jardin rempli de personnes en robe de soie, sirotant du champagne. Je me tenais à la lisière du domaine de Charleston, l'air salé et humide collait à ma peau, observant Kimberly s'approcher, majestueux dans sa robe couleur champagne, tenant un verre de rosé comme un sceptre, entouré des principaux investisseurs de la fusion à 1,80 milliard que mon demi-frère Justin était censé orchestrer. Justin, consultant sa montre à 50 000 $, riait à une plaisanterie de banquier sans même me regarder. « Alexandra, ma chérie, dit Kimberly, coupant la parole au quatuor à cordes d'une voix à la fois charmante et blessante, sortant une claire molette rouillée de son embrayage comme s'il était malade et me l'attendant. Le compresseur du camion traiteur ronronnait à nouveau, menaçant le toast. Je pris la clé, son fer froid et solide dans ma main, un pont tangible entre leurs illusions et ma réalité. « Je m'en occupe, dis-je d'une voix glaciale, sans me diriger vers le camion, mais vers la table du vendeur où m'attendait mon ordinateur portable, seule lueur d'authenticité dans ce jardin d'hypocrisie. Mes mains étaient propres, mais les callosités persistaient, témoins des années passées à maintenir cette famille à flot pendant que Justin s'enlisait dans ses études de commerce et que Robert s'enfonçait dans la crise des supprimes, mon empathie étant un prêt à taux d'intérêt exorbitant qu'ils n'ont jamais remboursé. Mon invisibilité avait été mon atout. Inaperçu, j'avais appris à décrypter les silences entre mensonges et cupidité, devenant expert comptable judiciaire car chaque secret de cette maison exigeait d'être mis au jour. Le projet Golden Oak, cette acquisition à 1,80 milliard de $, s'offrait à moi. Justin avait dissimulé des liens avec des sociétés écrans, persuadé d'avoir dupé les auditeurs, mais je savais où chercher car j'avais nettoyé ses dégâts. Chaque anomalie fut relevée sans colère, les sentiments ne sont que de mauvaises données, et pour la première fois en 32 ans, je tenais le stylo rouge. La fusion n'était pas seulement suspendue, elle était sous mon contrôle. L'ombre soyeuse de Kimberly se projeta sur mon écran, sa voix veloutée comme une lame, mettant en doute ma concentration. Je ne levai pas les yeux. Ce n'est pas le compresseur qui pose problème, dis-je, c'est la fondation. Justin la rejoignit, une fausse pitié dégoulinant de ses paroles, me louant comme un exemple de réussite, tout en essayant de me manipuler. Je soutins son regard, d'une voix calme. « Tu as fait un travail remarquable, tout seul. » Kimberly me mit en garde contre la perte d'héritage et la ruine sociale, mais j'avais depuis longtemps dépassé leurs illusions de pouvoir. Ils partirent trinqués, leur rire s'éteignant comme des cendres, sans se douter qu'ils étaient déjà tombés dans un piège. 3 jours plus tard, l'air salé de Charleston laissa place à l'oxygène stérile et pressurisé d'une salle de réunion à Charlotte. Le mécanicien avait disparu. J'étais en costume gris anthracite, les cheveux tirés en un chignon serré, une claire molette rouillée sur la table en acajou, un presse-papier pour les injonctions fédérales. Justin, Kimberly et Robert arrivèrent, stupéfaits de me trouver en bout de table. « Alex, qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Justin en claquant sa mallette. Je ne me levai pas. « Ce n'est pas le fauteuil d'un consultant, dis-je, c'est celui de l'auditeur principal, et tu es en retard pour ton audience de conformité. » Des agents judiciaires de haut rang encadraient la pièce. Robert pâlit. Je lui révélai le transfert de 2 millions de $ aux îles Caïmans, les signatures falsifiées et le détournement d'assurance-vie, transformant leur empire d'1 milliard de $ en un château de cartes bâti sur la fraude. Kimberly se jeta sur sa famille, sanglotant, mais la loi, et non les sentiments, imposait l'action. Je donnai des instructions aux agents, geler les avoirs, sécuriser les journaux de serveurs, annuler la fusion. Je pris la claire molette, symbole de mon rôle de bricoleur, de la famille, et la laissai tomber, lourde et définitive. 48 heures plus tard, la fusion s'effondra. Robert publia des déclarations de restructuration codées, et je me retrouvai dans mon appartement baigné de soleil, enfin en paix. Un courriel de Robert me demandait d'aider Justin à éviter la prison. Je le supprimai, le dernier audit terminé. Le silence de ce matin-là fut ma victoire. Le pouvoir ne réside pas dans la richesse, mais dans la compétence et la maîtrise. Le rejet de ceux qui vous ont sous-estimé est un cadeau. Il vous oblige à bâtir une forteresse imprenable. La vérité tranquille de ce que vous devenez est la vengeance la plus implacable, une vie si incontestablement réussie que leur opinion n'est qu'une simple note de bas de page. Vous n'êtes pas seulement le rouage de votre vie, vous êtes l'architecte de sa force indéniable.